Bonjour, nous allons démarrer notre atelier Obtenir son NDA avec une première question d'un participant. Est-il obligatoire d'avoir son NDA même quand j'interviens pour des écoles ou organismes de formation depuis déjà 3 ans et que mon NDA ne m'a pas été demandé? Demander un numéro NDA. Alors je suis encore dans le flou. Est-ce que c'est obligatoire ou pas quand on est en auto-entreprise par exemple? J'avais les deux versions. Certains disaient si c'est obligatoire, d'autres me disaient non puisque tu travailles déjà pour une école qui a déjà un NDA qui est Calliope, etc. Et toi, comme tu es en sous-traitance, tu n'as pas besoin d'avoir toi aussi un numéro NDA. Oui. Voilà, du coup, voilà. Mais cette année, bizarre, enfin, je sais pas si c'est bizarre, mais en tout cas, cette année, en tout cas, de plus en plus de clients me demandent ce fameux numéro NDA. Oui. Ouais, ben vous avez, c'est intéressant que vous apportiez ce témoignage, Faisal, parce qu'en fait, effectivement, vous avez, on est dans une situation où le numéro de déclaration d'activité, c'est assez récent finalement qu'il a été demandé aux organismes de formation, puisque il est devenu obligatoire depuis 2021. Auparavant, il n'y avait aucune obligation d'avoir ce numéro de déclaration d'activité notamment quand on intervenait en sous-traitance. Mais par contre, là en plus, vous êtes dans un cas où vous étiez dans des écoles. Vous animez quoi comme type de formation, Faisal? Des formations, tout ce qui est attrait au marketing, au management, à la gestion de projet, etc. Sur des BTS? Non, pas sur des BTS, sur des étudiants de Bac+1 à Bac+5, mais hors BTS. D'accord. Donc de Bac+1 à Bac+5, donc on est finalement sur de la formation professionnelle initiale. Et vos contrats, c'est des contrats de prestations. Ouais. De prestations. Donc normalement, eh bien, vous êtes soumis effectivement au NDA. Alors le risque, il repose moins sur vous que sur les organismes qui vous vous emploient, parce qu'en fait, eux, ils peuvent carrément avoir, en termes d'amende, en fait, s'ils ont un contrôle de la part de la DRITS. En tout cas, j'ai jamais vu le cas d'un indépendant qui s'est fait contrôler. Maintenant, c'est possible, mais un organisme qui s'est fait contrôler a eu à rembourser auprès de la DRITS toutes les prestations qui avaient été payées au niveau du prestataire qui n'avait pas de NDA. Donc, c'était le coût de l'amende. Après, comme vous êtes identifié, rien n'empêche à la DRITS de venir vous voir parce que la loi est claire. En fait, depuis 2021, la loi impose à tout prestataire qui s'adresse à des professionnels, et donc en sous-traitant un organisme de formation, vous vous adressez à un professionnel, eh bien, vous devez avoir un numéro de déclaration d'activité. Du coup, de toute manière, on va expliquer ce que c'est que ce numéro de déclaration d'activité et à quoi il sert, parce qu'effectivement, il y a depuis quelques années, il y a eu un petit flou artistique depuis qu'ils ont décidé de le rendre obligatoire. D'accord. Merci pour ces informations. J'ai aussi une petite difficulté, je me permets, parce que vous avez utilisé le terme de organisme de formation. Et moi, j'ai un peu de mal, en fait, à me dire que on me considère comme étant un organisme de formation. Sachant que je suis indépendant, je travaille tout seul. Dans le mot organisme, il y a cette notion d'organisation, de structure, où on travaille à plusieurs. Et je me suis jamais considéré comme un organisme de formation. Et j'ai l'impression que la loi me considère comme étant un organisme de formation. Et oui, alors là, c'est encore une très très bonne remarque. À partir du moment où vous animez des formations pour des professionnels et que vous avez votre numéro de déclaration d'activité, eh bien, vous êtes un organisme de formation. Les deux sont combinés. Et de toute manière, à partir du moment où vous vous adressez à des professionnels, vous êtes dans l'obligation d'avoir votre NDA. En fait, tout simplement, on va le voir, mais la formation, elle est complètement régie par la loi, vous le savez, des décrets, des lois. Aujourd'hui, on est sous la loi du 5 septembre 2018 et du coup, ça amène un certain nombre d'obligations. Pourquoi elle est régie par la loi? D'abord, parce qu'en fait, on est sur des fonds qui sont publics. Quand vous vous adressez, quand vous animez même des formations à Bac+1, Bac+5, il suffit qu'il y ait des alternants. Il y a des prises en charge par des OPCO. Et du coup, les OPCO, c'est quoi? C'est l'argent
des salariés, hein, c'est le pourcentage des effectifs de l'ensemble des entreprises, en général c'est 1%, qui est prélevé sur les salaires, et ce pourcentage est redistribué par France Compétences aux OPCO, qui le redistribuent ensuite pour les plans de développement des compétences des entreprises et pour les CFA. Donc à partir de là, c'est de l'argent public, et à partir de là, en fait, effectivement, le gouvernement veut avoir un droit de regard sur qui utilise ces fonds, comment et quand. Et en vous déclarant, en ayant ce numéro de déclaration d'activité, finalement, eh bien, vous êtes déclaré auprès de la France, du gouvernement, hein, auprès de la DRITS. Ce numéro de déclaration imposera que vous ayez chaque année votre BPF, bilan pédagogique et financier à remplir, la campagne étant entre avril et mai. Et en fait, dans ce bilan pédagogique et financier, vous allez devoir indiquer quel type de formation vous faites, pour quel genre de stagiaire, pour combien de stagiaires, pour combien d'heures. Donc, dès que vous avez votre NDA, il va falloir que vous remplissiez toutes ces informations régulièrement pour pas vous retrouver au mois d'avril-mai avec cette obligation qui peut être lourde à compléter quand on fait beaucoup d'heures. D'accord, merci pour ces informations. Alors, du coup, on va démarrer. La loi a bougé aussi en avril 2024 pour les formateurs sous-traitants, surtout sur les aspects CPF, il me semble. Tout à fait, en fait, la loi a bougé aussi sur un avril. Alors, c'est pas en avril en réalité, c'était au mois de janvier avec une le 8 janvier avec une mise en application au 1er avril, où en fait on a un référentiel national qualité qui a défini le fonctionnement de Calliope pour les sous-traitants. Donc, et du coup, effectivement, dans ce cadre, toute entreprise, donc c'est pas le cas pour les auto-entrepreneurs, mais toute entreprise qui fait du CPF se doit d'avoir Calliope. Alors après, il y a des éléments à affiner, hein, qu'on verra pas là, mais ça dépend du chiffre d'affaires qu'on fait sur les formations certifiantes, etc. Mais ça, je vous invite à nous suivre. Et d'ailleurs, il est prévu que ce mois-ci ou début du mois prochain, ça va dépendre quand mon prestataire va l'envoyer, mais le prochain article que je vais publier va être spécifiquement sur les sous-traitants. Donc, on va démarrer. Là, je serai obligée de tourner ma tête pour dès qu'il y a des questions. Donc, n'hésitez pas, si vous avez mis une question et que vous voyez que je n'ai pas réagi, d'ouvrir votre micro, de m'interpeller. Donc là, on va démarrer sur l'atelier comment obtenir son NDA. Avant de démarrer sur cet atelier, je vais quand même présenter mon entreprise et me présenter. L'entreprise, c'est Edicos Formation. On accompagne aujourd'hui les organismes de formation et toutes les entreprises, les indépendants qui ont des besoins concernant la formation, leur développement, la création. Hein. On a tout un catalogue de prestations et de formations qui permet de vous accompagner au mieux, que ce soit sur la création ou le développement d'activités. Nos domaines de compétences, c'est les certifications. Je suis auditrice Calliope. Donc, si vous voulez aller sur ma chaîne, vous verrez également, il y a plusieurs vidéos concernant l'audit Calliope et ses diverses versions. On est spécialisé aussi sur les certifications professionnelles, donc les dépôts de diplômes, et puis tout ce qui rend aux formations éligibles au CPF. On est spécialisé aussi sur la nouvelle modalité de formation qui s'appelle l'AFES, l'action de formation en situation de travail, qui est très demandée par les entreprises. Évidemment, on intervient sur l'ouverture d'organismes de formation, de CFA d'entreprise et de CFA classique ou d'école. Nous portons Calliope pour les personnes qui ne veulent pas avoir Calliope et nous accompagnons également EDOF.
Et puis, nous avons des formations spécifiques pour les activités, notamment, par exemple, pour les personnes qui sont déjà en activité, comment développer leur activité. Et pour les personnes qui veulent créer leur activité, eh bien, nous avons une formation très accompagnée et qui plaît beaucoup sur 3 mois qui permet de créer son activité. Moi, je suis Peggy Éléonore. Vous avez peut-être déjà entendu parler de moi. Je suis dans la formation depuis longtemps, mais avant d'être dans la formation, j'étais manager commercial dans des sociétés de prestations. C'est aussi pour ça que je permets aux organismes de formation, je leur propose des prestations de développement. J'étais manager commercial dans des sociétés du CAC 40. Je suis devenue gérante d'organismes de formation entre 2011 et 2016. Je me suis plantée parce que je ne faisais pas de veille, et ça c'est important, et c'est ce pourquoi j'accompagne les organismes de formation qui se créent, parce qu'en fait, on peut très bien fonctionner, puis du jour au lendemain ne pas fonctionner si on ne part pas sur des bases solides. Et puis, du coup, après, je suis devenue responsable formation chez Nose, une belle entreprise de 6500 salariés au niveau mondial. Mais quand on a goûté au goût de l'indépendance, eh bien, j'ai recréé mon entreprise en 2019, Edicos Formation, qui là est un cabinet et un organisme de formation qui se consacre uniquement aux acteurs de la formation. Alors, pour en revenir au sujet qui nous concerne, obtenir son NDA, une action simple en soi. Alors, je me suis permis, parce qu'en fait, il y a eu des commentaires sur LinkedIn, de les récupérer, et parce qu'en fait, effectivement, vous allez voir, le NDA, c'est quelque chose de très, très simple. Et c'est pourquoi, ça, c'est une des parties infimes de la formation que je propose aux personnes qui veulent créer leur activité. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je fais cet atelier qui est gratuit, parce qu'en fait, en général, je l'inclus dans mes prestations. J'ai souvent des personnes qui veulent avoir Calliope et qui se créent et qui parfois n'ont pas le NDA, et gratuitement, je leur offre le fait d'avoir le NDA. Et en fait, tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas de stress à avoir. Mais je comprends que vous soyez là, parce qu'en fait, le monde de la formation est régi par tellement de lois qu'en fait, quand on démarre, on ne sait pas. Et là, on a entendu Faisal, même quand on a un peu d'expérience dans la formation, on a des informations contradictoires qui nous parviennent, et du coup, on ne sait pas trop ce qu'on doit faire. Donc là, on va voir concrètement les éléments pour avoir son NDA. La première chose qu'on va voir, c'est qu'effectivement, le NDA, c'est un numéro de déclaration d'activité, et c'est une obligation. C'est une obligation pour tout organisme de formation et on verra tout à l'heure, toute personne qui fait de la formation à des professionnels. Donc, le NDA, sa réponse à votre question, et vous voyez que je me suis déjà emballée dès que vous aviez posé vos premières questions, mais dès que vous avez votre numéro de déclaration d'activité, ça fait de votre structure juridique un organisme de formation. Que vous soyez indépendant ou pas, vous pouvez avoir d'autres activités et faire de la formation, et du coup, même si c'est une activité secondaire, eh bien, vous pouvez avoir des besoins d'un NDA. Je ne sais pas, j'ai cru entendre une personne qui rentrait. Oui, est-ce que vous voyez la présentation? Il n'y a que moi qui ne la vois pas, ça ne tourne pas, on est d'accord? C'est juste une image fixée? Ah non, ça tourne. Alors, attendez. On la voit, pardon? Là, vous faites bien de m'interpeller là-dessus. Je vais regarder qu'est-ce qui se passe. Hop. Hop, hop, hop. Les aléas du direct. Alors, je vais pouvoir vérifier. Je me permets, Madame Éléonore, si vous me permettez, vous venez de dire en fait qu'à partir du moment où on a notre NDA, on devient un organisme de formation. Tout à fait. Ça veut dire que avant cela, on n'est pas considéré comme organisme de formation quand on est formateur, qu'on intervient dans des centres de formation. On est identifié, en fait. On est identifié. Là, vous êtes identifié comme un prestataire. Sur votre activité, vous avez mis quoi? Dans votre sirène, vous avez mis quoi en termes d'activité?
Formation continue d'adultes, je crois que ça doit être une terminologie comme ça. Ouais. Donc là, en plus, vous êtes déclaré au niveau de l'URSSAF comme faisant de la formation, donc il faut absolument que vous ayez votre NDA. Et d'ailleurs, ça, c'est un point merci encore pour cette intervention. C'est un point qui est extrêmement important. Quand vous allez déclarer quand vous allez faire votre demande de numéro de déclaration d'activité, il faut absolument que dans votre document où il y a votre sirène, donc qui est soit votre CABIS, soit votre déclaration d'auto-entrepreneur, eh bien, il soit indiqué que vous faites de la formation. Si ce n'est pas le cas, j'ai eu le cas là avec une personne que j'ai accompagnée, il va falloir que vous ajoutiez cette information au risque, si vous tombez sur une DRIT un peu pointilleuse, de ne pas obtenir votre NDA. Donc, les DRIT ne sont pas toutes aussi pointilleuses les unes que les autres, mais c'est un risque en fait. Et c'est pas pour rien qu'ils demandent votre CABIS ou votre déclaration d'activité, c'est parce qu'ils veulent voir que dedans, il est bien indiqué que vous avez mis que vous allez faire de la formation. Si vous êtes auto-entrepreneur, c'est une modification qui se fait sur le site de l'INPI. Et je vous invite à être à jour aussi au niveau de votre adresse, parce que ça peut avoir des conséquences si vous développez votre activité et que vous avez besoin de faire d'autres démarches administratives. Donc, soyez à jour au niveau de l'activité, mettez bien que vous faites de la formation et au niveau de l'adresse. D'accord ? D'accord, mais mon intervention, c'était pour dire qu'en fait, là aujourd'hui, si je comprends bien ce que vous me dites, comme je n'ai pas de numéro NDA, je ne suis pas considéré comme un organisme de formation. Vous êtes surtout hors la loi. Ouais, ça, on me l'a dit parfois. D'accord. Non, c'est parce que vous avez dit que... Vous n'êtes pas organisme de formation. En fait, c'est le numéro de déclaration d'activité qui va effectivement faire foi d'organisme de formation. C'est ce qui fait que vous allez être identifié en France comme organisme de formation. En fait, quand vous regardez les chiffres, les chiffres sont publiés tous les ans sur les organismes de formation et les formateurs indépendants qui sont des organismes de formation. Je crois qu'on est sur 40 000 indépendants qui sont des organismes de formation. C'est là bien la difficulté que représente le marché de la formation. Et beaucoup ont dit d'ailleurs que Calliope était pour supprimer ces petits indépendants qui font du tort au marché de la formation parce qu'ils sont organismes de formation et pour autant, en fait, ils vont animer que quelques formations par rapport à un gros organisme. D'accord. Merci beaucoup. Bon, alors, revenons à nos moutons. Comment faire pour que vous voyez ? Je crois que ce que je vais faire, c'est que je vais vous diffuser mon support de cette manière pour que vous voyez bien. Déjà, est-ce que j'étais la seule peut-être ou c'était tout le monde qui ne voyait pas ? Alors moi, je voyais le support de course. On était sur la page, le live, quelque chose. Ouais, donc c'est ça qu'il avait commencé. Ouais, ça déroule. Moi, je ne vois pas. Là, vous voyez ? Oui. Là, c'est bon. Là, on voit bien. Alors, on va faire comme ça. Parce qu'en fait, si je partage complètement, j'ai peur que vous ne voyez pas. Mais là, du coup, vous voyez correctement. Oui. Ok. N'hésitez pas à me faire des remarques si vous entendez mal. J'ai un voisin qui a choisi de mettre. Bonjour Gaëlle, qui a choisi de mettre de couper sa haie, donc parfois ça peut faire du bruit. Si vous m'entendez mal, n'hésitez pas à me le dire. Alors, nous revenons-en à nos moutons. Le NDA, donc, a déclaré votre activité, que ce soit une activité principale ou secondaire. Si c'est une activité secondaire, il faudra vraiment que vous voyiez d'ailleurs avec votre comptable, parce qu'en fait, à partir du moment où vous aurez un numéro de déclaration d'activité, eh bien, vous aurez aussi, lors du BPF, l'obligation de déclarer vos charges reliées à la formation. Donc, il faudra que vous mettiez les formations, quand vous allez facturer vos formations, qu'elles soient sur un compte spécifique. Et du coup, en fonction du pourcentage de formation que vous ferez par rapport à votre activité principale, eh bien, vous prendrez cette partie en pourcentage de vos charges. Pour ceux qui ont une double activité, ça devrait faire sens. Pour les autres, ne tenez pas compte de ce que je viens de dire.
Alors, pour continuer, donc, qui est considéré pour l'obtention du NDA? Eh bien, les personnes qui font de l'action de formation continue, le bilan de compétences, l'action permettant à faire valider les acquis, la VAE, et le CFA. Vous n'êtes pas concerné si vous réalisez des formations auprès de particuliers pour des activités de loisirs, par exemple. Donc, j'avais une personne qui m'avait sollicité parce qu'elle faisait de la formation pour des particuliers pour découvrir les étoiles. Aucun intérêt d'avoir son NDA. Pourquoi? Parce que tout simplement, les particuliers n'auront jamais accès à ces financements publics pour financer une formation sur les étoiles. Et pour une école, si on fait que quelques interventions sur une école. Alors, sur une école, ça va dépendre du niveau de l'école. Si vous êtes uniquement sur de la formation initiale, c'est-à-dire jusqu'au bac, vous n'avez pas besoin du NDA. Bac plus 3. Eh ben, si vous faites du bac plus 3, ça peut être considéré comme de la formation professionnelle continue, puisqu'il peut y avoir des adultes, ça peut être fait en CFA. Donc, à partir de là, on est sur le slide que je disais avant, on est sur de l'action de formation par apprentissage. Est-ce que c'est le cas? C'est une école d'informatique pour enseigner l'intelligence artificielle. Et du coup, il y a du CFA? Je ne sais pas. Je sais qu'il y a que des jeunes, pour l'instant, il n'y a pas d'adultes, mais... Oui. En fait, ce qui peut vous aider, c'est est-ce qu'ils ont Calliope? Je vais me renseigner. En fait, si vous doutez, dès qu'une entreprise qui vous emploie à Calliope, c'est qu'elle demande des financements publics, donc il faut que vous ayez votre NDA. Voilà, c'est une façon de voir. Alors, comment obtenir son NDA? Eh bien, il vous faut d'abord avoir un copie de justificatif d'attribution du numéro unique d'identification, donc SIREN. Donc, ça, c'est le document quand vous avez renseigné si vous êtes auto-entrepreneur, vous avez renseigné votre plateforme URSSAF, et du coup, vous avez reçu un document avec votre numéro SIREN et votre activité. C'est ce document-là qu'il faudra fournir. Alors, ce document, moins de 3 mois, c'est idéal, surtout si c'est un CABIS obligatoire, moins de 3 mois. Et pour les auto-entrepreneurs, je préfère que vous mettiez moins de 3 mois parce que j'ai eu des dossiers qui ont été refusés si ce n'était pas moins de 3 mois. Donc, vous pouvez le réimprimer. Le bulletin numéro 3 du casier judiciaire de la personne déclarante, et pas déclarante, mais de la personne qui gère la formation. C'est-à-dire que si vous êtes dans un organisme de formation avec plusieurs personnes, eh bien, ça sera la personne qui représente l'organisme de formation. Si vous êtes tout seul, c'est vous. Votre casier judiciaire, c'est facile à obtenir. Vous l'avez directement, en règle générale, en allant, vous tapez bulletin casier judiciaire, on vous fait remplir et vous le recevez par mail. C'est la même chose pour le CABIS. Vous pouvez aller sur la plateforme, je vais vous noter, si vous êtes en entreprise, vous pouvez aller sur la plateforme Monidum, je crois, Monidum, qui vous permet d'avoir un CABIS gratuit. Ça vous évite de vous faire arnaquer et de payer pour avoir un CABIS. Voilà. Ensuite, vous êtes dans l'obligation d'avoir une convention de formation professionnelle si vous travaillez directement avec des entreprises. Donc, la convention de formation, il faut qu'elle soit... Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Noé. Monidum, exactement. Donc, ensuite, il vous faut une convention de formation professionnelle remplie, signée. Ça peut paraître étrange, mais j'ai eu des cas de refus parce que la personne ne savait pas qu'il fallait que ça soit signé. Donc, votre convention de formation professionnelle, c'est généralement avec votre premier client que vous faites ça. Si ce n'est pas le premier client et que c'est plus tard, comme le cas de Fessal, par exemple, mais Fessal, on va le voir, c'est plutôt un contrat de prestation qu'il va fournir. Mais si vous avez déjà démarré votre activité, par exemple, et que vous vous dites « Ah mince, j'avais oublié de faire mon numéro de déclaration d'activité », c'est pas grave. La DRITS ne regardera pas ça. Par contre, ce premier contrat, cette première convention,
il faut qu'elle ait moins de 3 mois, obligatoire, sinon vous serez recalé, ou que l'action se fasse dans les 3 mois à venir. Hein. Donc, soit la prestation, elle s'est faite dans les moins de 3 mois avant, soit elle se fait dans les 3 mois à venir. Et il faut qu'elle soit signée avec toutes les parties. Et vous joignez à cette convention le programme de formation détaillé. Si vous êtes un prestataire, comme Faisal, ce qu'il nous expliquait tout à l'heure, je suis sous-traitant, j'interviens pour des organismes de formation, et bien là, vous avez un contrat de prestation. Un contrat de prestation, mais qui doit être détaillé également. C'est pas juste contrat de prestation, j'interviens de manière générale sur la formation. Non, sur quelle formation j'interviens, de quelle date, il faut que tout soit bien déclaré. Donc, un contrat de prestation avec votre organisme de formation. Excusez-moi, je me permets d'intervenir. J'ai eu un cas récent. Bon, je démarre, moi, complètement. Hein. Oui. J'avais obtenu une première promesse de mission accordée par un organisme de professionnel de formation. Ouais. J'ai donc fait ma demande auprès de la DRITS pour obtenir le fameux NDA qui était obligatoire pour pouvoir intervenir. 2 mois et demi après, la DRITS me répond qu'ils veulent avoir la fameuse première convention de formation professionnelle. J'interviens auprès de l'organisme de formation qui voulait me prendre et qui me dit, vu les délais qu'ils ont mis pour vous faire cette demande, la formation devait s'effectuer dans la semaine qui suivait. Je préfère annuler le contrat que nous avons passé oralement ensemble et on marchera pour la prochaine. Et Ouais. je me permets de mettre quelqu'un à votre place. Ce qui fait qu'aujourd'hui, au bout de 4 mois d'inscription auprès de la DRITS, auprès de 4 mois pour l'ACRE que j'ai perdu bêtement, je ne travaille toujours pas parce que je n'ai pas de NDA. Vous êtes dans la région du côté de France en Essonne. C'est apparemment une des plus longues à répondre. Non. Mais bon, c'est quand même pénible cette situation. Alors, j'ai du côté du Rhône aussi, en Rhône-Alpes, c'est la même chose. Mon client, justement, qui, pour les étoiles, là, finalement, il a eu un contrat avec des professionnels et on a fait passer son NDA et ça a mis près de 3 mois également. Alors, oui, ça se peut. Il y a beaucoup de personnes qui font des demandes de NDA et aujourd'hui, la DRITS est dépassée. Donc, il est important de se renseigner. Mais même, là, vous voyez, je suis pour parler avec eux. Ils ne me répondent pas. Je me retrouve avec un numéro de téléphone où on me dit il y a trop de messages, votre interlocuteur ne peut plus prendre de messages et il n'y a personne au bout du fil. J'ai envoyé un mail la semaine dernière, j'ai toujours pas de réponse. Donc, les DRITS, c'est très difficile. En général, elles sont ouvertes que le matin ou parfois même celle de l'Île-de-France, je crois qu'elle est ouverte que 2 heures. Donc, effectivement, on a ce problème. Par contre, là où c'est pas normal, Thierry, c'est que, et du coup, je vous invite pour tous ceux qui seraient dans cette situation à prendre connaissance de ça, c'est que si un organisme vous dit, bah non, moi je vous fais pas travailler parce que vous n'avez pas votre NDA, vous pouvez dire à la personne, écoutez, je peux vous signer un document comme quoi je m'engage à obtenir mon NDA. À partir du moment où vous vous engagez à obtenir votre NDA, que vous avez la preuve, que vous avez initié la démarche, votre interlocuteur pourra vous prendre parce qu'en fait, il aura les documents nécessaires en cas de contrôle pour indiquer qu'il vous a pris, que vous démarriez, que vous avez fait une demande de NDA, mais que ce n'est pas vous qui ne marchez pas, c'est la DRITS qui est en retard. Parce que la DRITS a une obligation, normalement, de vous fournir votre NDA dans le mois. Dans le mois. J'ai fait ma demande au mois de juin et ils m'ont envoyé le 17 août une réclamation pour justement avoir cette fameuse convention. Vous avez le temps que l'organisme me réponde, ça a pris 8 jours de plus et voilà, j'ai perdu le truc. Vous avez la chance qu'ils vous aient fait une réclamation parce que pour certains, ils auraient pu carrément vous supprimer votre demande de NDA et si vous tombez sur quelqu'un, parce que j'ai eu le cas d'une personne qui est arrivée vers moi, ça faisait 5 fois qu'elle n'avait pas son NDA parce qu'en fait là, si vous avez déposé au mois de juin, j'ai déposé le 7 juin, en retour le 17 juin, comme quoi il manquait un document. Voilà. Alors, en retour, c'était mort. On est au mois de septembre, ça fait donc plus de 3 mois, ça veut dire que votre casier judiciaire n'est plus bon. Oui, et puis le justificatif de cabis non plus.
et le justificatif de cabis non plus, et la convention ne va peut-être plus être bonne. Donc, ils peuvent vous revenir vers vous en vous disant vos documents sont pas conformes. C'est merveilleux. Donc, moi, je serais vous, j'essaierai de les appeler en leur expliquant la situation. Faites un mail et contactez-les pour expliquer la situation. D'abord et dire à quel point ça vous handicape auprès des personnes qui veulent vous embaucher. Et voyez avec la personne qui peut vous embaucher en lui expliquant que si vous avez le justificatif de dépôt de la DRITS, normalement, il ne devrait pas être inquiété en cas de contrôle. D'accord. D'accord. C'est bien. Merci du conseil. Eh ben de rien. Johan, vous vouliez parler? Oui, déjà bonjour à tous. J'avais une petite question, puisque j'interviens depuis maintenant un peu plus d'1 an auprès d'un CFA qui est en alternance. J'ai déjà fait 1 ou 2 demandes auprès de la DRITS, mais c'est toujours compliqué d'avoir des détails sur les documents exacts à fournir à la DRITS. On me renvoie des mails assez génériques, un petit peu comme ce qu'on a là de manière générale. Et ma question, en fait, c'était, étant donné que j'interviens pour un CFA en alternance, est-ce qu'on a besoin de joindre un référentiel par rapport aux missions attendues, etc. Parce que moi, je n'ai qu'un contrat avec les durées et les classes. C'est tout. Oui, il faut que vous ajoutiez un référentiel. Vous avez une case où vous pouvez joindre tout document sur la pédagogie. D'accord. Donc, obligatoirement, vous devez fournir un programme. En fait, la DRITS, plus vous avez d'informations, parce qu'effectivement, j'ai peur que votre contrat soit trop général, vous fournissez les documents, ce que je vous ai indiqué là, mais au niveau générique, le maximum d'informations que vous pouvez fournir. Si vous avez au-delà même du référentiel, normalement, le CFA, il a le référentiel, mais il doit fournir un programme. Indicateur 7 de Calliope doit fournir un programme en cohérence avec le référentiel. Donc, ça serait bien que vous récupériez ce programme pour dire que vous joignez à votre contrat de formation pour pouvoir l'obtenir. C'est là où justement ça se complique un peu, puisque le CFA se base sur le référentiel. On vous dit, vous intervenez par exemple sur le bloc 1, 2 ou 3, peu importe. Et après, c'est nous-mêmes qui faisons nos cours en l'appui de supports comme Nathan, Fouché ou ce genre de choses. Et des fois, ça peut poser problème pour justement des droits d'intellectualité par rapport à ça, quoi. Oui, mais en fait, normalement, ils doivent. Alors, ça veut dire qu'ils prennent, ça arrive de temps en temps, ils prennent le référentiel comme programme de formation. Oui. Donc, à ce moment-là, eh bien, vous mettez le référentiel en tant que programme de formation. Je ne vois pas d'autre choix. D'accord, merci. Éventuellement, essayez d'obtenir de leur part qu'ils détaillent dans leur contrat sur quel bloc vous intervenez. Ok, merci. Audrey, vous vouliez intervenir? On vous écoute. Vous m'entendez? Oui. Super. Bonjour à tous. Alors moi, j'aurais une petite question dans le cadre d'un organisme de formation que j'ai récemment créé, donc qui n'a pas encore ce numéro. J'ai la problématique que j'ai 2 volets, donc l'action de formation et le volet apprentissage. Mon action de formation a commencé. Par contre, le volet apprentissage, c'est prévu plutôt pour début d'année prochaine. Comment ça se passe pour pouvoir faire la demande de ce numéro? Vous ne pouvez pas faire. Alors, début d'année prochaine, ça fait dans 6 mois. Donc, vous n'avez pas encore d'apprenant, donc de convention de formation. Vous ne pourrez pas faire la demande tant que vous n'avez pas de convention. Maintenant, vous pouvez signer une convention avant le démarrage de la formation. Et il faudra qu'elle ait. Les 2 volets. Alors, particulièrement sur les CFA, vous avez des obligations. Vous avez votre numéro d'UAI? Pas encore. D'accord. Donc, et du coup, vous avez bien déclaré dans votre activité que vous voulez être centre de formation pour apprentissage? Oui. D'accord. Donc ça, c'est déjà bien. Donc avec ça, normalement, ils vont vous êtes en attente d'avoir votre numéro d'UAI. Et puis là, j'ai envie de vous dire, à partir du moment où vous savez que votre rentrée elle sera en début d'année, dès que vous obtenez votre première convention, essayez d'obtenir votre première convention le plus rapidement possible avant le démarrage.
pour pouvoir lancer votre numéro de déclaration d'activité, parce que ce qui va vous bloquer aussi après, c'est que vous pouvez passer Calliope qu'à partir du moment où votre CFA a démarré aussi. Ça va être le truc. Alors, on continue. Donc, il n'y a plus d'autres questions? Non. Donc, convention de formation, contrat de formation si vous passez avec des sous-traitants, bon de commande ou facture établie pour la réalisation des prestations. Si vous êtes un CFA, le contrat d'apprentissage, le programme et la liste des formateurs CV diplôme. J'aime bien utiliser une liste, même si vous êtes tout seul, vous remplissez ce petit tableau. La DRIT, on est face à des fonctionnaires, plus ça paraît carré, plus ça rentre dans leurs normes habituelles, mieux ils sont disposés à ne pas vous chercher des poux dans la tête. Voilà pour les informations. Ce que je vais vous proposer, c'est qu'on dépose un dossier en direct. Donc, Louise, est-ce que tu as pu m'envoyer tous les documents ou pas? Non, Fabrice n'a pas signé. Il n'a pas signé? J'arrive pas à le prendre. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a un dossier qui voudrait qu'on le dépose? Personne? Alors moi, je sais que je vais faire une demande de NDA. J'ai commencé j'ai commencé les démarches. J'ai créé mon compte sur MAF. Voilà. Mais là, je suis un peu pris de court. J'ai pas forcément tous les documents. Alors j'ai tout dans mon PC, mais je sais pas si il va y avoir des couacs ou quoi, parce que je sais pas si j'ai vraiment tous les documents encore. Alors, est-ce que vous avez votre cabis? Alors, j'en ai demandé il n'y a pas longtemps. En fait, j'ai pas de cabis parce que je suis en micro-entreprise. Et à la place, en fait, quand on me demande un cabis, je fournis mon attestation sirène que j'ai eue à la création de ma structure. Donc, votre attestation, ok. Est-ce que vous avez donc votre contrat de prestation? J'en ai plein en fait, parce que j'ai plein de clients. Et depuis 3 ans, j'ai enchaîné, j'ai travaillé dans pas mal d'écoles. Une prestation de moins de 3 mois qui serait le plus concret possible. En fait, comme les cours commencent en octobre, j'ai pas encore signé de contrat avec mes clients cette année. Donc les derniers contrats que j'ai, à mon avis, datent de 1 an, d'octobre 2023. Donc ça va pas être possible. Ouais. Ça va pas être possible. Alors, du coup, c'est pas grave, on va faire avec. Je vais vous présenter déjà la plateforme sur laquelle vous devez vous connecter. Vous devez vous connecter sur mon activité formation. D'accord. Et du coup, là, vous allez créer votre compte et ça sera une démarche. Alors, peut-être que je peux le faire pour ce client. Tiens. J'avais tous les documents, je vais aller là-dessus. Hop. Ah. Ça rentre pas. Il ne va pas rentrer. Alors, c'est pas grave, on va aller sur le mien. Et ça devrait marcher. Excusez-moi, une question. Si on passe si on décide de passer par du portage salarial, c'est pareil, on doit le faire ou ça se passe différemment? Alors, non, pas du tout. En fait, en portage salarial, et là c'est pareil, vous allez avoir, je vais avoir un webinaire sur le portage salarial avec une responsable formation d'une société de portage salarial qui va pouvoir vous indiquer tous les avantages à passer en portage salarial. Donc effectivement, en portage salarial, vous avez le numéro de déclaration d'activité de la société de portage salarial et vous avez le Calliope aussi souvent de la société de portage salarial. Donc l'inconvénient de la société de portage salarial, c'est que sur une prestation que vous facturez à 1 000 €, vous récupérez 500 et que vous récupérez 500 quand
uniquement quand le client les a payés. Donc, il y a du coup beaucoup de décalage parce qu'en fait, vous allez envoyer les informations, le temps qu'ils les traitent. Après, une fois qu'ils les traitent, ils envoient la facture. Et du coup, en règle générale, on est payé 1 mois et demi à 2 mois après. Mais l'avantage, c'est qu'on est salarié, du coup, qu'on a toutes les informations concernant, on a la retraite, on a le chômage, on prend du CPF. Hein, du coup, on a on cotise au CPF. Et puis, du coup, on a le NDA et le Calliope. Et parfois même, on peut intervenir sur des formations certifiantes parce que l'organisme va lui-même avoir des certifications. D'accord. Donc, Juste une dernière question. Et du coup, le Calliope, c'est aussi obligatoire? Le Calliope. Calliope, c'est obligatoire à partir du moment où vous voulez, vos clients ont besoin de financement public. J'ai fait un article là-dessus qui va paraître. Vous avez tout le détail il va paraître dans les jours à venir sur mon site internet. Je vous mettrai je peux vous mettre là du coup même. Oui, vas-y, bien. Je sais qu'il n'est pas encore paru parce que mon prestataire ne l'a pas encore mis, mais je lui ai envoyé, donc il devrait paraître dans les jours à venir sur justement le côté stratégique à réfléchir pour avoir Calliope. D'accord, merci. Alors, voilà. Donc, la plateforme. Mon activité formation, donc vous voyez, c'est bien mon activité formation emploi.gouv.fr qui est ici. Vous allez vous retrouver là-dessus et du coup, vous allez devoir renseigner vos informations générales. Donc en général, ils vont avoir le nom de votre entreprise avec le numéro de sirène que vous allez rentrer. C'est vraiment dommage que je ne peux pas prendre celui de mon client parce que là… oui. Je me dis que tu peux le faire, mais à la validation finale, on ne valide pas. On ne valide pas. Eh bien, écoute, ouais, je veux bien. Alors, pour information, Louise est une des clientes que j'accompagne aujourd'hui, notamment sur Calliope pour son CFA, ouverture d'un CFA. Et du coup, on devait se servir de son dossier. Écoute, oui, je veux bien. Est-ce que tu m'envoies par mail les identifiants ou alors tu me les mets? Tu me le fais, tu partages ton écran et tu le fais comme tu veux. Mais je crois que je t'ai déjà envoyé ce matin. Ah, ok. Donc, mais si tu veux, je partage mon écran. Je vais arrêter le partage. Comme ça, je vais aller chercher les informations. Hop. Non, je n'ai pas les mots de passe identifiants de la plateforme. Donc, si tu veux bien la partager, du coup. Ok. Partager. Est-ce que vous voyez mon écran? Très bien. On voit très bien ton écran. Donc, vous voyez, là, on est vraiment sur une plateforme vierge où, en fait, il va falloir que vous fassiez la saisie pour avoir votre numéro de déclaration d'activité. On peut y aller. Donc, reprendre la saisie. Donc, vous pouvez abandonner la saisie pendant que vous êtes en train de le faire. Il y aura quand même les informations, si vous sauvegardez, il y aura quand même les informations qui resteront dessus. Donc, première chose, votre identité de déclarant. Là, vous voyez qu'avait déjà été renseigné le numéro de SIRET et du coup, le nom de la société va apparaître directement avec les informations. Donc, vous allez déposez-vous une déclaration d'activité pour un organisme de formation dont le siège est à l'étranger. C'est possible aussi, alors là, il y a des spécificités dont on n'échangera pas, mais si vous voulez, je suis en plein dedans en ce moment avec une cliente. Donc ça, c'est s'il y a des gens qui sont concernés, je vous invite à me parler ultérieurement.
Donc, vous mettez nom, vous mettez votre numéro de sirène. Attention, on est bien sur le numéro de sirène et les 5 numéros, les 5 derniers chiffres qui vont permettre d'avoir le numéro de sirène. Vous les mettez en dessous. Ça a l'air de rien, mais la première fois que j'ai déclaré, j'ai galéré parce que je ne comprenais pas. Moi aussi. Donc, voilà. Donc, la première, ça, c'est vraiment important. Dénomination de l'organisme de formation. Donc, la dénomination commerciale de votre organisme de formation. Si vous êtes un auto-entrepreneur, c'est vrai que vous allez... je vous invite plutôt à mettre votre nom, du coup, parce que vous avez choisi un nom, soit c'est le nom de votre nom qui vous mettez ici. Le code NAF, donc là, on est sur 8559A, autre enseignement. Donc, on est bon. Tout à l'heure, j'avais eu la question, est-ce que autre enseignement, ça passe? Oui, ça passe, du coup. Et du coup, là, vous allez devoir mettre votre justificatif d'attribution sirène. Mince. Attends, je ne vois plus ton écran partagé. Voilà, c'est là. Hop. C'est bon? Oui, c'est bon. Voilà, donc c'est ici que vous allez mettre soit votre extrait CABIS, soit votre déclaration d'auto-entrepreneur. D'accord? Donc, on peut descendre. N'hésitez pas à m'interrompre si ça va trop vite. Après, vous allez renseigner l'adresse physique de votre organisme de formation. Alors, ça c'est important. Acceptez-vous que cette adresse figure sur la liste publique des OF? Oui, parce qu'en fait, si vous tapez sur Internet liste publique des organismes de formation, vous verrez qu'on y retrouve justement tous les gens qui ont déclaré oui. Et du coup, bon, effectivement, ça va vous faire du démarchage, mais ça vous donne aussi de la visibilité. Par exemple, moi, s'il y a des personnes parfois qui m'interrogent à savoir si on peut suivre un organisme de formation, je leur dis allez voir parce que c'est une liste qui vient directement de la DRITS. Donc, allez voir sur cette fiche-là. Et puis, en plus, ça vous permettra... là, dernièrement, j'ai eu un organisme de formation qui n'avait pas fait son bilan pédagogique depuis 2 ans. Donc, vous vous rappelez, vous avez votre numéro de déclaration d'activité. Du coup, à partir du moment où vous aurez votre numéro de déclaration d'activité, tous les ans, vous aurez l'obligation de remplir un BPF. Si vous ne le faites pas, normalement, la DRITS peut vous enlever votre numéro de déclaration d'activité. Et du coup, si vous avez Calliope, vous perdez Calliope, etc., etc. Donc, et avec cette liste, vous pouvez voir si la DRITS, vous êtes toujours en activité ou pas. Sinon, il n'y a aucun moyen de le voir. Donc, votre numéro de téléphone, l'adresse mail du contact. On continue, on descend. L'adresse postale, si elle est différente de votre adresse physique. Parfois, il y a on est dans une boîte postale. Et du coup, là, on enregistre et on poursuit. Peux-tu remonter jusqu'en haut? Donc là, on est sur un CFA d'entreprise. Là, le dossier que Louise nous présente, c'est un CFA d'entreprise. Donc là, vous voyez, signature de la convention de formation du contrat de formation ou pour les CFA d'entreprise du contrat d'apprentissage. Là, vous allez devoir renseigner les informations relatives à ce contrat d'apprentissage. Donc, voilà. Conseillant de vente. Donc, vous voyez que c'est bien mis, disposer de 3 mois pour déposer la déclaration d'activité à compter de la signature de la première convention de formation ou du premier contrat de formation. Donc ensuite, vous devez renseigner la partie exercice comptable. Sur la partie exercice comptable, c'est vraiment comment vous êtes déclaré lorsque vous êtes créé. Donc, que ce soit en tant qu'auto-entrepreneur ou en tant qu'entreprise, vous avez choisi un exercice comptable. Parfois, attention, vous avez un exercice comptable qui peut être plus grand que l'exercice comptable initial. Le premier exercice comptable, par exemple, je démarre mon activité au mois d'octobre. Je choisis que mon exercice comptable, il soit du 1er janvier
au 31 décembre. Mais du coup, mon premier exercice comptable, il va partir du mois d'octobre au 31 décembre. Ben, ce n'est pas ça que vous allez devoir déclarer, c'est vraiment l'exercice comptable qui sera après le 1er, donc du 1er janvier au 31 décembre. Vous pouvez avoir des exercices comptables qui sont décalés. Vous pouvez choisir de prendre un exercice comptable du 1er octobre au 30 septembre. D'accord? Donc ça, vous l'avez défini normalement en amont avec votre comptable. Donc là, vous rentrez bien les dates d'exercice. Je crois qu'on était sur la date civile, hein, Louise? Oui, il me semble que c'était le 1er janvier. Oui, c'était marqué dans le cabis. Du 1er janvier. Ah non, pardon, excusez-moi. Au 31-12. Voilà. Si vous avez déjà eu une activité de formation professionnelle, ancien numéro de déclaration d'activité, donc ça, voilà, et l'activité principale de votre entreprise. Est-ce que c'est de la formation ou c'est autre chose? Donc là, ajoutez la première, là, c'est les documents que vous allez joindre ensuite à votre dossier. Donc, vous allez joindre la première convention de formation ou le premier contrat de formation et pour les CFA, le contrat d'apprentissage. Voilà. Donc, vous glissez, hein, vous avez plusieurs espaces et du coup, c'est là que je vous disais, je crois que c'est à Fessal que je disais ça, vous pouvez ajouter les éléments de pédagogie. Donc là, vous avez un deuxième élément où vous pouvez renseigner les documents pédagogiques. Donc pour la convention de formation, peut-être qu'on peut montrer une convention de formation. Ça vous intéresse peut-être de voir une convention de formation. Alors du coup, je vais... Tu m'as envoyé hier. Ouais, je vais la prendre. Okay. Alors, peut-être, non, toi, tu en avais une convention qui était remplie pour toi? Oui, regarde. Enfin, là, vous voyez mon écran? Ouais, parce que là, on est sur une convention d'apprentissage, donc ça ne va pas trop leur parler, peut-être. Enfin, c'est à peu près pareil, hein, la convention. J'ai celle que on s'est trompé, là. Ouais. Tac, je vais retourner. Parce qu'en fait, vous avez des conventions qui sont disponibles sur Internet. Vous prenez des conventions classiques. Si vous travaillez en direct avec un client, vous la récupérez sur Internet et puis vous la faites remplir. Il y a celle de Digiformat qui est très bien. Sinon, je peux aller la chercher. Bon, hop. Convention vierge. Normalement, j'en ai une. C'est bon. C'est bon, tu l'as? Tu l'as présente? Celle qu'on avait pour la formation continue. Ouais, alors par contre, on voit toujours l'ancienne. Là, c'est bon. Voilà. Donc là, vous avez une convention vierge. Comment on sait qu'elle est bonne, justement? Donc là, effectivement, vous rentrez vos informations. Ensuite, on va rentrer les informations du client. Tu peux descendre un petit peu. Et là, une bonne convention, une convention correcte, elle a l'article de loi sous laquelle elle est conclue. Donc, c'est l'article 6353.1 et le décret 6353.1 du Code du travail. Attention, parce qu'il y a des conventions qui n'ont pas ces bons éléments. Et j'ai vu des dossiers qui ont été refusés parce que la convention n'était pas correcte. Donc là, on est sur une convention de formation pour de la formation continue. Ce que vous a présenté Louise tout à l'heure, c'était une convention, un contrat d'apprentissage du coup. On va continuer à renseigner. Donc là, Louise nous rentre le nom de la formation continue et du coup, l'intervention sera confiée à la formatrice. Là, vous avez tous les articles de loi que vous laissez. Là, vous avez l'objectif professionnel de l'action de formation. Donc, ce sont les objectifs que vous avez définis de votre formation. La date de l'action de formation, donc le début et la fin. Vous avez l'adresse de la formation, et puis les horaires de formation. Alors, le nombre de jours en nombre d'heures,
Du coup, c'était pas 65 jours, ça devait être 3 jours, je crois, sur contrat. C'était pour 2 jours, mais en fait, rappelle-toi, c'est pas le bon contrat. Donc là, c'est sur 2 jours. Quand C'est vous tout. mettez le nombre de jours, mettez aussi le nombre d'heures. C'est obligatoire sur la convention de mettre le nombre de jours et d'heures de la formation, les horaires de la formation, pour combien de formateurs, de stagiaires c'est organisé. Donc en effectif, si vous avez un stagiaire, c'est possible de déposer votre demande de déclaration même avec un stagiaire. Oui, Clara, vous avez une question? Oui, c'est une question bête peut-être, mais à la formation, il y a comment ça s'appelle? Il y a des postes forcément prévus. Est-ce que le nombre d'heures, il faut indiquer ce nombre d'heures effectives? Là, par exemple, c'est 9h17. Forcément, il y a le midi à manger. Ouais. Est-ce que tu sais que des fois, il faut être très pointu, très exact? Effectivement, je vous invite à mettre non pas les pauses, mais la pause méridienne, oui. Donc de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. D'accord. Et s'il y a d'autres postes qui sont... Ça pour la DRITS, mais c'est plutôt pour les OPCO, parce que les OPCO peuvent être très pointilleux là-dessus. Ok. Mais la DRITS, moins. 9h-18h, tu es sur des horaires, tu as 2 heures pour manger alors du coup. Je me dis, il y a 2 pauses de 15 minutes, ça fait déjà 30 minutes. Non, tu fais les pauses, tu les comptes pas là. Tu fais juste la pause méridienne. Donc, ça fait 9h-17h. Tu peux faire 9h 12h30 et 13h30 17h. Ah, parce que ça, c'est le poste pédagogique plutôt que des postes... Ouais. Dans les pauses pédagogiques, il n'y a pas à les mettre dedans, dans la convention. Donc, tu veux bien modifier? Ouais. Tu mets la pause méridienne, du coup. Comme ça sera de 9h à 12h30 et de 13h30. Tu mets de 9h à 12h30. Ok. Et de 13h30 à 17h. On a les doigts fourchus, Louise. Tu mets tout en majuscule, là. C'est mon ordi à 17h. Bon, c'est pas grave. Donc, on avance. Donc, après, vous mettez le nombre de personnes. En dessous, bon, c'est si vous avez des AFEST, mais vous n'aurez pas d'AFEST. C'est vraiment une modalité spécifique. Et si vous avez des AFEST, je vous invite à m'appeler parce qu'on sera sur des documents plus spécifiques. Vous indiquez le client, le nom du client. Quand on a un client professionnel, on peut dire le participant, le nom du client avec sa fonction. C'est bien de rajouter sa fonction. Donc, on peut continuer à descendre. Et du coup, on va mettre le coût de la prestation, le montant des honoraires de l'action de formation. Donc là, on est sur le montant des honoraires. S'il y a une contribution à des financeurs publics, parfois vous pouvez avoir, mais du coup, si vous n'avez pas de NDA, vous n'avez pas Calliope, donc généralement sur votre première convention, vous n'aurez pas de financeur public. S'il y a des frais supplémentaires qui peuvent être des frais d'ingénierie pédagogique, des frais de déplacement, des frais de financeurs, vous les ajoutez en dessous dans frais supplémentaires. Adresse de facturation et modalités de règlement qui vont être indiquées ici. Et puis ensuite, on va avoir les articles de loi qui vont être sur les moyens permettant d'apprécier les résultats. Donc en général, c'est des évaluations, etc. L'article sur l'annulation, qui est toujours dans cette convention. On descend, on ne va pas lire l'article. L'article sur le droit applicable en cas de différend. Vous êtes toujours dans une formation, vous êtes toujours attaché à un tribunal de commerce. Et puis, la confidentialité que vous signez. Donc là, la signature, c'est ici. Signature et qualité du signataire pour le client. Et puis en dessous, on doit avoir... À tes souhaits. Ah, tu remontes. Pardon. Hop.
Donc là, pour le client et normalement pour l'organisme de formation. Donc elle doit être signée par les deux parties. Donc là, il faudrait que ça soit par les deux parties, Louise. Il faudra ajouter pour le client et pour toi. Ok. D'accord. Et puis effectivement, une convention de formation peut descendre. Généralement, elle est complétée par vos conditions générales de vente. Donc dans lesquelles vous spécifiez votre assurance responsabilité civile qu'on va retrouver dans le premier article, hein, et puis toutes les informations relatives à vos conditions générales de vente. Tu peux descendre. Est-ce que tu avais attaché? Non, du coup, pas le. Et généralement, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut en annexe. Voilà, c'était très bien. En annexe, on va avoir le programme de formation. D'accord? Donc ça, c'est une convention de formation. Et une fois que la convention de formation est correctement remplie, on va pouvoir compléter la plateforme. Tu peux te remettre sur la plateforme? Est-ce qu'il y a des questions relatives à la convention? Non? Non? Ok. Donc du coup, là, on va avoir toutes les informations qu'on va pouvoir renseigner. Oui, Clara? Oui, la convention, elle est faite par qui à la base? Par nous-mêmes? C'est vous. Alors, si vous signez une convention à partir du moment où vous êtes formateur et que vous adressez à un client, qu'il soit particulier ou entreprise, c'est une obligation. Le devis n'est pas une obligation dans la formation, mais la convention est une obligation. Donc, et vous devez la signer et le client doit la signer et c'est ce qui va contractualiser votre activité avec ce client. D'accord. C'est l'équivalent de contrat, quoi, c'est ça? C'est le contrat, oui. Contrat. C'est pour ça que quand vous êtes prestataire et que vous intervenez pour un organisme de formation, ce n'est pas la convention que vous allez mettre, mais le contrat de prestation. Donc, ici, vous ajoutez les moyens techniques et pédagogiques. Donc, ça peut être le référentiel tel qu'il a été indiqué tout à l'heure, ou d'autres documents sur lesquels il y aurait... vous aviez parlé du référentiel, vous avez également parlé du calendrier, de l'agenda. Vous pourriez le rajouter ici. Ensuite... là, c'est spécifique, c'est pour les CFA. On ajoute les uniquement pour les CFA. Oui, Johan? Allô, vous m'entendez? Pardon, je suis désolé. Problème de micro. Au niveau des documents à fournir, quand on intervient auprès d'un CFA, par exemple, est-ce qu'on doit fournir le contenu du cours avec toutes les annexes ou c'est pas obligatoire? Si c'est le contrat de prestation qui vous lie à ce CFA que vous amenez, oui. Je vous invite à donner le maximum d'informations. Et tout ce qui est acte de présence, etc. également. Les actes de présence, non. Non, peut-être pas aller jusque-là, mais le référentiel, et puis vous disiez, c'était quoi le document que vous disiez là? Le contenu du cours. Ouais, le contenu du cours, en fait, c'est comme le programme. D'accord. Donc, je vous invite à l'indiquer. Donc, pour un CFA, il faudra, si vous demandez un numéro de déclaration d'activité pour un CFA, il faudra effectivement les statuts dans lesquels on voit bien que vous avez spécifié que vous alliez faire du contrat d'apprentissage. On peut descendre. Du coup, Louise, on peut descendre. Pardon. Voilà, voilà, du coup là on a fait pour tout autre, pour les auto-entrepreneurs ou autres entreprises qui font juste de la formation continue, il n'y a pas besoin de mettre les statuts. Donc on passe à la suite, le formateur. Je ne peux pas enregistrer. Je ne peux pas passer à la suite, il faut que je mette des choses. Ah, voilà. Je vais mettre des choses pour pouvoir passer à la suite comme ça. Tu avais le statut en plus. Tu me l'as envoyé. Le statut, je l'ai déjà mis. Ah, tu l'as déjà mis? Okay. Les informations du programme. Ah oui, d'accord. Ok. Bon, écoute, on verra ça. Donc là, tu passes. Hop, enregistrer, former. Donc ça ne vous concerne pas quand vous faites de l'action de formation continue. Mais un autre document là, voilà.
Pourquoi on n'est pas bon? Ah, c'est bon. Voilà, là, c'est la date. Il faudra que vous spécifiez. Alors là, ça vaut, hein, j'ai peut-être pas été claire tout à l'heure pour tout le monde. Il faudra bien que vous mettiez la date de signature de la convention que vous déposez. Il faudra la renseigner ici. Ok, c'est la date de signature de convention. La date de signature de la convention. Ouais. Oui, Vincent, je dois vous laisser. Merci pour les infos. Vous trouverez la suite sur ma chaîne YouTube si vous voulez voir la suite. Merci de votre présence, Vincent. Voilà. Ensuite, le statut du déclarant. Donc là, c'est le statut juridique. Donc, vous allez avoir dans la petite, dans le point d'interrogation, si tu veux bien y aller, normalement. Hop. Voilà. Là, la liste des statuts juridiques. Donc, auto-entrepreneur, par exemple, vous serez 1011. Puis après, en fonction de votre statut, vous allez mettre le chiffre qui correspond à votre statut. Donc là, on était sur une SAS, il me semble. Oui. 1035. Ok. Bonne journée, Audrey, et bonne formation. Voilà. Donc, des éléments à préciser sur le statut si nécessaire, mais en général, il n'y a rien à préciser. Enregistrer, c'est surtout pour les étrangers. On continue. Sauvegarder. Donc là, formateur. Donc là, c'est l'ensemble des formateurs qui peuvent intervenir. Donc, formateur de votre organisme. Est-ce qu'il y a des travailleurs indépendants, gérants non salariés? Donc, c'est le cas en général quand vous êtes... Au revoir, Flona. C'est le cas en général si vous êtes travailleur indépendant en micro-entreprise. Hein. Vous n'avez pas de CDI, vous vous mettez ici. Et du coup, là, vous choisissez. Donc là, vous allez mettre le nombre de personnes. Au revoir, Christian. Hop, on va continuer. Donc là, tu peux mettre une personne en tant que travailleur indépendant, puisque c'est le cas. Là, tu vas mettre au-dessus, travailleur indépendant tout en haut. Tu vas mettre 1. Voilà. Et du coup, il n'y avait pas d'autres formateurs extérieurs. Ah non, toi, tu es formateur extérieur à ton organisme. C'est ton cas. Vous, en général, si vous êtes tout seul, ça sera ici que vous mettrez, puisque vous êtes de votre organisme. Là, Louise, c'est une formatrice indépendante qui est employée par un CFA. Donc là, tu remets 0. Tu enlèves le 1 directement et tu mets ton 1, tu le mets à formateur extérieur à votre organisme. En dessous, tout en bas. Alors, je ne comprends pas là. Si elle est. C'est pas elle qui va dispenser la formation? C'est elle qui va dispenser la formation, mais elle est comment dire, c'est une prestataire pour un organisme de formation. Ah, ok. Donc, du coup, elle est extérieure à l'organisme de formation. Elle ne fait pas partie des associés, elle n'est pas salariée. Du coup, on descend. On descend. Ajouter la liste des formateurs avec la mention. Donc, on va montrer le petit document. Le document sur la liste que je te propose. Tu peux le montrer, Louise? Est-ce que vous le voyez là? Non. Attendez, je reviens sur Google. En fait, tu as partagé un onglet, je me permets, tu as partagé un onglet en fait et tu n'as pas partagé ton écran. Donc du coup, nous, on voit que l'onglet que tu as partagé. Ok. Ouais, du coup, il faut arrêter le partage, il faudra faire reprendre soit l'onglet que tu souhaites partager, soit l'écran. Et l'écran verra tout ce que tu as. Ouais, tu peux faire un partage écran directement et on verra tout ce que toi tu verras dans ton écran. C'est fait. Là, tu n'as pas partagé. J'ai mis partager tout mon écran. Tu es sur Safari? Non, je suis sur Google. Bon, en tout cas, ça n'a pas marché. Je referme. Là. Ça ne marche pas. Sinon, c'est pas grave, elle l'anglais. Oui, je l'ai envoyé par mail. Oui, c'est ce que j'étais en train de faire. Là, moi, j'ai mis partage tout mon écran, mais vous ne voyez rien, alors que moi. Je vais le partager. Tu pourrais faire l'onglet, sélectionner la. Est-ce que tu as un écran ou deux? J'en ai qu'un. Ok.
Non, mais c'est pas grave, je l'ai moi. Du coup, je partage. Hop. Donc, vous voyez, c'est ce document que je vous invite à remplir, qu'on récupère, je crois, sur la plateforme. On peut le récupérer. Sinon, je le mettrai à disposition. Je me permettrai de l'envoyer aux personnes qui ont assisté à ce webinaire. Comme ça, vous aurez tous les documents. Donc, la liste des formateurs intervenant dans l'organisme de formation à la date de déclaration d'activité. Vous mettez le nom de l'organisme, la déclaration d'activité du préfet avec le SIREN, donc évidemment il n'y a pas de numéro, l'adresse, et puis là vous allez mettre les noms des intervenants avec la date d'embauche s'il y a une embauche. Là on ne sera pas sur une date d'embauche puisque c'est une indépendante, et puis le statut, les titres que la personne a obtenus. Donc là d'ailleurs ça serait plutôt... Là, on va mettre plutôt ici. Mais j'avais pas de NDA, c'est pour ça que je pense qu'il a mis là. Hop. Voilà, mais il ne demande pas ton NDA. Ah si, numéro de déclaration d'activité. Donc là, hop, numéro. Et là, signer, tamponner et vous envoyer. Donc ce document-là, vierge, je vous le fournirai. D'accord ? C'est mieux de mettre ce document-là que de mettre un document qui est pas beau. Enfin, parfois, il pinaille pour pas grand-chose. Tu peux revenir sur la suite de la présentation, du coup. J'arrête le partage. Tu peux partager à nouveau. Donc, essaye ne partage pas ton écran, partage juste l'onglet si ça ne fonctionne pas. Du coup. Bon, je pense qu'on arrive à la fin, là. Louise ? Oui, je suis là. Vous voyez? Non. Ça marche plus? Est-ce que là, vous voyez quelque chose? Toujours pas. Ah, ça y est. Hop. Donc là, en fait, c'est là qu'on met le document. Si tu veux bien mettre le document, même s'il n'est pas renseigné. Voilà. Donc là, il n'y a qu'un document à mettre, enregistrer et poursuivre. Vous pouvez, si vous voulez, associer les diplômes, vos diplômes. C'est toujours positif. La spécialité de la formation. Donc là, si tu cliques sur la petite... Voilà. Donc là, en fait, il faudra mettre quel est le domaine de formation sur lequel vous intervenez. Si ce n'est pas dans ces domaines-là, vous allez sur Général, qui doit être tout en bas, je crois. Et enseignement, formation. Voilà, ben voilà, tu mets ça, 333, enseignement, formation. Alors, c'est enseignement, formation, ça veut dire que je fais de la formation pour les formateurs. D'accord ? Là, on met bien la spécialité de la formation qu'on anime. Donc là, OK, tu cliques en dessous. Et je ne trouve pas, on met celle qui rassemble le plus, c'est ça? Général. Si tu ne trouves pas, c'est général. Et tu peux ajouter une spécialité. Donc là... Je mets le code RNCP peut-être? Non? Ouais. Mais ça sera pas, toi, ça sera pas ça. Toi, tu vas mettre sur ton contrat, tu mettras vente. Donc, spécialité, ça sera vente. Donc là, on peut mettre, vous pouvez mettre autant de spécialités que de domaines sur lesquels vous intervenez. Ah, ok. Hein, et vous pouvez préciser. Bon, j'ai jamais fait de précision éventuelle sur les domaines de formation. On passe. Voilà, le responsable juridique. Donc, c'est bien la personne qui représente l'organisme de formation s'il y a plusieurs personnes. Sinon, c'est vous. Et puis, du coup, vous déposez son casier judiciaire ici. Ouais, c'est pas grave. Et puis, tu mets... Ouais, c'est pour ça que je me suis dit ça, comme ça, j'avance. Bravo. Voilà. Et du coup, enregistrer et poursuivre. Et c'est là que tu ne modifieras pas. Voilà, on remonte. Ah, il faut que tu mettes la qualité. Tu mets gérante. En général, c'est ce que vous êtes. Elle est présidente. Présidente, voilà. Vous pouvez, et tu vois, je t'avais dit, tu peux mettre plusieurs associés. Mais si tu mets plusieurs personnes, quand il y a plusieurs associés, tu es obligé de mettre plusieurs Casier. casier judiciaire vierge.
Donc, attention à ça. Tu descends. Alors, pourquoi un casier judiciaire vierge? Parce qu'en fait, vous êtes pénalement responsable s'il se passe quelque chose auprès de votre organisme de formation, concrètement. Et si votre casier judiciaire, si demain votre casier judiciaire n'est plus vierge, vous ne pouvez plus gérer un organisme de formation. Enregistrer et poursuivre. Et enfin, tu peux redescendre un petit peu. Là, on met le nom, prénom, qualité de la personne qui a réalisé. Donc là, tu mettras le nom, prénom de la présidente. Et puis, je certifie sur le note et j'enregistre et je transmets. Voilà pour les éléments. Tu peux arrêter ton partage. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Mais... Oui, je vous écoute. Une fois que c'est déposé, si j'ai bien compris, donc il y a un mois pour que l'organisme nous réponde, c'est ça? Oui. Et si jamais ce n'est pas le cas, on revient vers eux et puis on... Si jamais ce n'est pas le cas, vous envoyez des messages, vous êtes patiente parce que vous êtes dans une région potentiellement où ils sont débordés, mais de toute manière, vous ne pourrez pas aller plus vite que la musique parce que vous êtes tenu par eux. Mais normalement, ils ont un mois. La plupart des régions de France sont à un mois. Je suis surprise d'en entendre une deuxième là, mais la plupart, elles ont un mois. Juste pour finir, écoutez, vous avez donc accompagné les acteurs. Oui, Faisal? Oui, pardonnez-moi, j'avais juste une question par rapport aux conséquences de l'établissement d'un NDA. Donc, vous disiez qu'il fallait réaliser tous les ans un bilan pédagogique et financier. Oui. Et vous parliez de charge tout à l'heure, et en auto-entreprise, ça n'existe pas la notion de charge. Oui, mais alors, même si ça n'existe pas la notion de charge, en auto-entreprise, il est quand même, si vous n'avez pas que de la formation, parce que si vous avez que de la formation... Excusez-moi, ça coupe, je ne sais pas si ça vient de chez moi ou si ça vient de chez vous, mais... Alors, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que les autres... Oui. Donc, ce que je disais, c'est que si vous êtes auto-entrepreneur et que vous ne faites que de la formation, alors il n'y a pas de problème, puisque les charges que vous aurez, elles seront à décaler. Alors, en règle générale, en tant qu'auto-entrepreneur, en tout cas moi quand j'accompagne, je dis toujours, prenez un compte à part sur lequel vous ferez vos dépenses et vos rentrées pour ne pas les mettre justement avec votre compte perso et pour vous permettre même à l'avenir de bien voir à quel moment il est important pour vous de changer de statut. Parce qu'en fait, là d'ailleurs, j'ai vu que les cotisations, les charges en tant qu'auto-entrepreneur, elles sont montées à 23%. Tout à fait. Avec une URL, par exemple, on va être à 30% de charge. Donc, attention, parce que là, si vous commencez à avoir des kilomètres, des frais d'alimentation, etc., ou des bouquins, ou même votre Internet, du Canva à acheter, ça va vite. Et en fait, vous passez les 30% et il vaut mieux passer en tant que EURL ou SARL. Donc, si vous êtes auto-entrepreneur, même si vous êtes auto-entrepreneur, vous aurez la notion de charge à renseigner. D'accord. Ouais. D'accord, ok. Et est-ce qu'il existe sur Internet des exemples de bilans à rendre Bilan pédagogique et financier. Parce que j'en ai jamais fait, je ne sais pas trop comment m'y prendre. Alors, ils vous seront fournis, le document est fourni sur la plateforme Mon Activité Formation. Il faut bien aller sur la plateforme. Après, c'est un petit peu complexe, mais il y a des explications un peu comme là sur le numéro de déclaration d'activité. Après, sinon, c'est comme j'allais vous l'expliquer, nous, on accompagne les personnes. Donc, en règle générale, quand vous démarrez une activité, vous, ce n'est pas le cas, mais si vous démarrez une activité, il y a plein de choses à savoir. Vous voyez, par exemple, les points sur les statuts qui sont importants, sur le positionnement de votre offre, sur toutes ces fondations, sur Calliope, toutes ces fondations réglementaires et légales qui sont fondamentales et qui vont vous permettre d'appuyer votre activité sur quelque chose de solide et qui feront en sorte que vous aurez une activité qui sera pérenne et qui pourra prospérer sans s'inquiéter de la partie légale réglementaire.
Donc, nous, on accompagne aujourd'hui les personnes qui veulent se créer à travers un programme qui est éligible au CPF, qui s'appelle le Top Formateur, où en fait, vous avez des entretiens réguliers et individuels avec moi, quelle que soit votre situation, vos questions, mais aussi vous avez plein d'informations. On vous accompagne aussi sur la partie animation-conception pour ceux qui en ont besoin. Pour avoir tous les outils qui peuvent être intéressants. D'ailleurs, si vous suivez mes publications, le 10 octobre, on a bien choisir sa plateforme LMS si demain vous voulez faire du e-learning. Et puis, on accompagne aussi sur la partie développement à travers ce programme. Donc, comment faire notamment des tunnels de vente, comment faire de la publicité, comment aller sur les réseaux sociaux, comment communiquer pour développer son activité. Donc ça peut être très intéressant pour vous. Ce que je vous inviterai à faire, c'est si vous le souhaitez, eh bien de prendre rendez-vous avec moi. Vous avez la possibilité de prendre rendez-vous. Je vais arrêter le partage et puis je vais vous mettre mon agenda. Vous avez un audit offert. Donc, c'est-à-dire qu'on voit ensemble votre situation et du coup, on peut voir si vous avez besoin de spécificité ou pas. Et puis, ça vous permet d'avoir les réponses à votre situation. En tout cas, c'est quelque chose qui peut être complètement intéressant pour vous. Voilà. Hop. Voilà, donc je vous ai mis le lien, n'hésitez pas à prendre rendez-vous, comme vous le verrez, il n'y a pas tant de place que ça, et puis vous aurez un échange avec moi sur votre situation professionnelle et votre projet de formation. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je crois que Louise, tu avais levé la main. Non, c'était juste pour dire, pour le NDA, ça dépend des régions et de la personne, parce que moi, en 15 jours, j'ai eu une réponse, en fait. Sur l'Île-de-France? Oui, en tout cas, en 15 jours, j'ai eu une réponse où on me demandait un autre contrat. Oui. Parler. Ouais. Donc, c'est ce que je disais, hein. Vraiment, ça dépend de votre région. Et par contre, ils ne publient pas sur ça, hein. Ils publient très rarement, ils ne sont pas fiers de ne pas tenir les délais, en sachant que le délai officiel, c'est 1 mois. Voilà. Oui, Clara? Oui, question bête, peut-être, mais est-ce que vous êtes forcément, voilà, là vous êtes informé quand il y avait besoin d'un papier, mais j'imagine que c'est des notifications aujourd'hui par Internet où ils confirment que tout est bon, parce que des fois il y a des organismes qui ne notifient pas forcément que tout est fait, tout est OK. Ou est-ce qu'il faut aller chercher à la pêche, à voir si c'est publié dans la liste dont vous parliez tout à l'heure? Alors, si vous avez obtenu votre numéro de déclaration d'activité, ils le font sur les deux. Normalement, sur mon activité de formation, et ça peut aller très, très rapide. Moi, je sais que j'avais été informée aussi dans les 15 jours que j'avais mon numéro de déclaration d'activité sur la plateforme MAF, sur laquelle vous me connectez régulièrement pour voir comment avancer mon dossier. Mais vous devrez recevoir obligatoirement un document dans lequel vous aurez effectivement votre numéro de déclaration d'activité qu'il faudra garder précieusement, parce que demain, quand vous voulez faire évoluer votre offre et peut-être avoir des offres éligibles au CPF, eh bien, vous aurez des coordonnées, un code qu'il faudra récupérer. Donc, c'est des documents, par contre, ça, il faut les scanner pour les garder précieusement, parce que vous savez, j'espère que vous savez où est-ce que vous allez, et si vous ne savez pas, dans tous les cas, c'est des documents qui pourront vous servir si vous vous développez, et je l'espère que ça sera efficace. Ok, merci. Une autre question, si on effectue une activité pour l'étranger aussi, à partir forcément de la France, ça se passe comment? C'est pareil, si on fait la même chose? Il n'y a pas peut-être pas besoin. Alors, si vous êtes à l'étranger et que vous voulez intervenir sur des formations en France, l'obligation... C'est-à-dire qu'à partir de la France, mais parce que j'ai été demandé pour de formation ailleurs, mais je n'ai pas accepté pour l'instant. Alors, pour des formations ailleurs, vous n'êtes pas dépendante. Si vous intervenez dans d'autres pays, vous n'êtes plus sous la loi française. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir un numéro de déclaration d'activité si vous ne faites que de l'intervention pour des pays étrangers. En revanche, si vous êtes à l'étranger et que vous intervenez en France, vous êtes soumis à la loi française et vous devez avoir un numéro de déclaration d'activité. Vous devez avoir un représentant en France également. Ok, non, c'est plus l'inverse. Ok. D'autres questions? Non?
Mais écoutez, je vous remercie d'avoir été présent. J'espère que j'ai été claire. J'espère que vous avez eu toutes les informations nécessaires pour créer votre numéro de déclaration d'activité. Comme je vous l'ai dit, je vous invite à prendre rendez-vous sur mon calendrier si vous voulez échanger avec moi pour votre projet et sur ce qui peut être mis en place. Et puis, je vous retrouve. N'hésitez pas à nous suivre. Comme je vous ai dit, il y a on a une actualité qui est très dense sur la fin d'année avec plein de webinaires qui peuvent vous servir pour développer votre activité. Notamment, on a un webinaire commercial, on a vraiment beaucoup de choses. Donc, suivez-nous. On a une chaîne YouTube, un Instagram, le site internet. Vous retrouverez tout ça sur le document qui sera dans notre chaîne YouTube. Voilà. Je vous dis à bientôt, j'espère. Et puis bonne journée. Et merci. Bonne journée à tous. Merci beaucoup, bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir.